Chers amis, ici Daniel Leclerc et je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue à cette troisième saison de Capsules d'Espérance. Aujourd'hui, ça va être une émission particulière. C'est important pour moi d'expliquer un peu l'historique de l'émission, mais aussi comprendre que celui qui est devant vous avec la télévision, mais il y a toute une équipe en arrière qui le supporte, qui l'encourage et qui le fait avancer. On se souviendra que les premières émissions, la saison 1, la première saison, on avait eu 13 émissions et la structure qu'on avait prise, on parlait de la spiritualité en lien avec la psychologie. Et nécessairement les liens avec la sociologie aussi. Et ici, l'émission, comment ça avait commencé? C'est après avoir prêché une retraite, une neuvaine à la paroisse Saint-Alexis. Un membre du conseil de pastoral a dit « Ce que tu nous dis dans l'intimité de l'Église, ça serait important si tu pouvais aller et le présenter aux gens. » Fait un premier contact et avec TVDL, on m'a donné une chance. Au lieu d'engager des fonds, on m'a accordé 3 émissions gratuites en attendant votre réaction à vous, le public. Et je peux vous assurer que le personnel de TVDL est très attentif à vos commentaires et à votre opinion. Alors, après 3 émissions, ils ont dit, il n'y a pas de problème, ça répond, on va foncer. Alors, la première saison a été entièrement financée par la paroisse Saint-Alexis. Ça a été pour la première saison. En cours de route, parce que la saison s'est terminée au mois de mars, pendant l'été 2013, des gens me disaient, est-ce que Capsule d'Espérance va revenir? Alors, j'ai dit, il faudrait que je vois un intérêt plus tangible. Alors, dans rien de temps, on est arrivé, puis on avait des fonds, et comme les finances de la paroisse changeaient, j'avais proposé au conseil de fabrique de Saint-Alexis d'offrir des reçus pour fin d'impôt à ceux qui voudraient contribuer. Et à notre grande surprise, presque la totalité, il y a probablement juste une émission la paroisse aura à payer, mais c'est tous les dons des téléspectateurs qui a permis le financement, 13 émissions sur 14. Alors, la deuxième saison, on a voulu faire quelque chose de spécial, dans le sens suivant, on a voulu parler de l'histoire de l'Église, mais l'Église au Québec. Comment se fait-il que le seul souvenir qu'on peut avoir de l'Église catholique au Québec, c'est des souvenirs malheureux? Et on a vu comment toute l'histoire du Québec, comment l'Église s'est greffée à ça. Puis à un moment donné, en 1840 à peu près, devant les guerres, parce qu'aujourd'hui, on a des guerres d'idées et d'opinions, mais il faut dire qu'au 19e siècle, c'était vraiment des guerres avec des armes, puis il y avait des morts. On peut juste voir toutes les guerres, les confrontations avec les patriotes. Alors l'Église, tranquillement, s'est insérée pour prendre en soin les 2 piliers fondamentaux de la société, c'est-à-dire les soins pour les malades et l'instruction, parce que reculer le mur de l'ignorance. Et tranquillement, les choses se sont insérées, puis on a vu que le Parlement britannique avait accordé un statut spécial aux Canadiens français, qui deviendra plus tard le Québec, pouvant avoir droit à la langue française, pouvant avoir droit à sa loi française, la loi de Napoléon, au lieu d'avoir le bien commun, le Commonwealth, qui va régir toutes les autres provinces canadiennes. Aussi s'ajoute à cela une dimension que les catholiques ont le droit
d'assumer des responsabilités politiques dans le monde et de gérants. Alors que partout ailleurs, les catholiques n'avaient pas ce droit-là. C'est seulement que les protestants qui géraient et qui avaient une source d'autorité. Et en cours de route, on a vu, avec le cardinal Paul-Émile Léger, lui qui a joué le rôle de deux mentalités. La première, sous Pie XII, c'était l'homme autoritaire, austère, peu enclin au changement, et c'était l'homme protocolaire. On le voyait, en tout cas, les images qu'on garde de lui, c'était somptueux et faste comme dimension. Mais en cours de route, quand il est arrivé Vatican II, avec Jean XXIII, bien, le cardinal a commencé à changer sa manière de voir les choses, commencé à donner puis il y a eu le mouvement de la Révolution tranquille, où même à l'intérieur de l'Église catholique, on critiquait l'Église. Et on se souviendra du frère Untel, le rapport Parent, qui est un chanoine. Alors, tranquillement, le cardinal a délaissé l'évêché pour aller faire mission en Afrique. Et il a mis sur pied un mouvement. Et aujourd'hui, ça existe encore sous le nom des œuvres légers et qui va œuvrer dans différents milieux auprès des pauvres et démunis, mais aussi à travers l'œuvre léger, tous les spécialistes, les étudiants en formation qui veulent aller faire des stages dans les pays de mission, dans leur domaine, les œuvres légers va les appuyer, va les aider à concrétiser ce projet-là. Et en parallèle avec ce mouvement-là, les dernières émissions, l'histoire de l'Église, on a abordé en tout 6 émissions, uniquement sur l'histoire du Québec et de son Église, mais après ça, on a fait 8 émissions sur une dimension qu'on ne comprend pas, c'est-à-dire la dimension de la dignité humaine. On veut tous, on est des bons défenseurs de la dignité humaine, mais ça veut dire quoi la dignité? Et le seul moment qu'on en parle au niveau politique, c'est on a cette loi 52 où on veut parler de mourir dans la dignité. Maintenant, ça s'appelle l'aide médicale à mourir. Alors, c'est comment? Et on a vu aussi, quand on parlait de l'histoire, le petit catéchisme de 1924, que nos grands-parents ont appris la religion avec ça. Un autre catéchisme de 1944, le premier avait 508 articles, l'autre en avait 513 ou 515. On avait juste ajouté la doctrine sociale de l'Église, qui on a vu avec l'UPA aujourd'hui, l'Union des producteurs agricoles. À l'époque, c'était l'Union des cultivateurs catholiques. On a vu, par exemple, la CEQ, c'était l'institution, le Centre des instituteurs catholiques du Québec. On a vu la CSN, qui à l'époque s'appelait le Central des travailleurs, le CTC, la Centrale des catholiques, des travailleurs catholiques. Alors, tout ça a fait tout le changement et on a voulu aborder la question de la dignité humaine. Ce qu'on va retenir, c'est que du petit catéchisme de 1924 et celui de 1944, puis il y en a eu d'autres avant, parce que c'est en 1882 qu'on a voulu, qu'on s'est entendu, les archevêques des provinces ecclésiastiques de Montréal, Ottawa et Québec, d'établir ce catéchisme-là. C'était quelque chose à apprendre par cœur. Question-réponse, question-réponse. Alors qu'avec Vatican II, on a reproduit un nouveau code du droit canon. Et à partir de là, au lieu de 500, on a sorti un nouveau catéchisme en 1993, produit par la CECC. Au lieu d'avoir 514 ou 515 articles, il y avait 2682. Mais au lieu d'avoir à apprendre ça par cœur, régimenté et une doctrine sévère, ce sont plus des propositions pour nourrir la réflexion. Et la table de matière est faite en sorte que c'est divisé par sujet. Alors moi, j'ai pris le sujet dignité. Quelle est la dignité humaine? Quelle est son importance?
Et il y a 68 articles qui portent sur la dignité humaine. Alors, on a vu toute cette dimension-là pendant 8 émissions. Et sur 8 émissions, on a seulement couvert 12 articles sur les 68 qui traitent la dimension de la doctrine de la dignité humaine. Je vais mourir comme j'ai vécu. Le seul emphase que je peux mettre dessus, c'est de vivre dans la dignité. La mort s'en suivra. Alors, ça a été ça et on se souviendra à la période de Noël, une émission spéciale qui a été tournée à l'église de Saint-Alexis. Aujourd'hui, et pour les prochaines émissions, c'est maintenant, on va continuer la dignité humaine à la prochaine émission. Mais aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un organisme qui s'appelle les Chevaliers de Colomb. Quelqu'un va dire, vas-tu nous révéler le secret? Savez-vous garder un secret? Ben, j'ai une bonne nouvelle, moi aussi. Cette dimension, c'est ce qu'il faut tenir compte. Et là, je voudrais vous parler de l'historique des Chevaliers de Colomb. L'historique, ça a commencé d'abord par un prêtre catholique aux États-Unis qui s'appelle, c'est pas Michael, mais Michael, puis là, je le prononce régulièrement, McGivney. Lui qui est né en 1852 aux États-Unis. Son père était un immigrant irlandais, un richissime, et il faut se situer en 1800, à l'époque, là. La même réalité existait aux États-Unis qu'au Canada. C'est-à-dire que c'était le pouvoir anglais et le pouvoir protestant qui géraient tout. Et Michael McGivney, on prétend qu'il était riche parce qu'en 1868, la fondation de l'Église Saint-Alexis, il est venu étudier au séminaire de Sainte-Hyacinthe, ici au Québec. Il est venu étudier. Après ça, il a été, dans son parcours académique, il est allé à la ville de Niagara, en Ontario. Après ça, il est déménagé dans une ville à Baltimore pour continuer ses études. Puis là, il a été obligé d'interrompre ses études parce que son père est décédé. Puis là, il y avait une méthode pour être capable d'exploiter les catholiques. On se souviendra que les catholiques ont toujours, aux États-Unis, les catholiques, contrairement au Québec et en Acadie, n'ont jamais été majoritaires. Moi, quand j'étais au Kansas avec les Capucins pour le noviciat, l'État du Kansas et le Missouri, la religion la plus forte, c'est les méthodistes, une religion protestante. Si on regarde, par exemple, dans l'État de Utah, c'est les Mormons, les apôtres, les adventistes du 7e jour. Alors, la méthode qu'ils ont prise pour persécuter l'Église catholique qui était minoritaire, on refusait de vendre de l'assurance-vie aux familles catholiques. Et on savait la structure de l'époque. La femme était à la maison. Elle devait élever les enfants, assurer l'éducation religieuse, mais aussi l'instruction publique, et tout le climat familial. Et le père, c'était le pourvoyeur. Et c'est lui qui allait chercher les sous pour faire vivre la famille. Sauf que quand le père mourait, mais là, la mère, avec les enfants, se trouvait dans l'indigence et se retrouvait sur le dernier recours public. Là, on se situe au 19e siècle. Là. Enlever le bien-être social, enlever tous les services sociaux qu'on peut connaître aujourd'hui, enlevons le chômage, enlevons la guignolée, enlevons tout ce qu'on connaît aujourd'hui pour venir en aide aux personnes qui sont en difficulté. Alors, quand c'est arrivé, et ce que l'on faisait,
les paroisses se regroupaient puis faisaient une quête spéciale pour venir en aide aux veuves et aux familles nécessiteuses qui se vivaient dans la paroisse. Aujourd'hui, on appellerait ça la Saint-Vincent-de-Paul, qui fait une guignolée, un blitz, pendant la guignolée à Noël, mais à tous les mois, ils ont des familles à aider au plein de vue. Et c'est pourquoi, dans nos paroisses, on va avoir une quête de la Saint-Vincent-de-Paul. Ça se faisait de la même manière là, mais c'était souvent des anciens riches qui étaient devenus pauvres parce que le père est mort et il n'y avait pas d'assurance vie. Alors, qu'est-ce que Michael McGivney a fait? C'est qu'en 1882, il était dans une paroisse de New Haven, au Connecticut. Il est vicaire. Il a vécu ce que être du riche au plus pauvre. Alors lui, il a dit, si on s'occupait, on faisait de la prévention. Si on se regroupait pour former un fonds commun où les gens bien nantis pourraient investir de leur vivant pour assurer une survie raisonnable aux veuves et aux enfants qui vont suivre. Et là, vous me voyez venir, c'est là qu'est arrivé avec un système d'assurance vie. Alors, avec le système d'assurance vie, moi, quand je suis rentré chevalier de colon en 1988, dans la semaine qui a suivi mon entrée, j'ai eu la visite de l'agent d'assurance des chevaliers de colon. Pas pour m'imposer une nouvelle assurance, mais pour venir évaluer avec moi les besoins financiers. Mais à l'époque, j'étais célibataire et je caressais déjà l'idée de devenir prêtre. Alors, tout était bien fait, mais ça donnait l'avantage, et encore aujourd'hui, quand quelqu'un devient chevalier de colon, il a la visite d'un assureur qui, lui, fait les évaluations. Puis aujourd'hui, ça a évolué à un point tel, juste au niveau des assurances, hein, depuis sa fondation en 1882, les chevaliers de colon se donnent comme mission d'abord de protéger les familles de la ruine financière provenant du décès, du soutien de la famille. C'est le premier objectif de sa fondation. Alors au début, qu'est-ce qui arrive? On faisait une quête pour aider les personnes, puis on investissait le surplus pour faire une assurance vie pour les membres des chevaliers de colon. Plus tard, on a ouvert d'autres produits financiers. Il était possible pour une jeune famille qui avait des jeunes enfants, même d'investir dans l'instruction future des enfants, de sorte qu'on mettait une assurance sur l'enfant. S'il mourait, on avait l'argent pour l'enterrer et vivre, mais s'il graduait, ça devenait une bourse pour lui venir en aide. Oublions les prêts et bourses du système gouvernemental. Ça n'existait pas à cette époque-là. Alors, pour une question de prévoyance, on a mis un système en marche pour être capable d'assurer la survie. De sorte que, ici, on ne dit pas, quand on faisait cette quête-là, l'ordre a grandi, puis aujourd'hui, elle peut offrir des produits de première qualité au niveau de l'assurance vie, de l'assurance soins, de longue durée, puis d'une caisse de retraite. Ça, c'était les débuts et la raison d'être première. Puis, quand on dit qu'il compte 80 milliards d'assurances juste en vigueur, puis qu'il y a 1400 agents d'assurance à plein temps au service des membres. Alors, quand on regarde ça, on découvre une chose, c'est que sa partie modeste, et là, de plus en plus, ça a grandi. De sorte qu'aujourd'hui, quand on regarde l'ensemble de l'approche, c'est que le rôle s'est diversifié. Et qu'est-ce qui a été prophétique dans la manière que les chevaliers de colon ont été organisés, contrairement à l'époque où l'Église catholique était si forte au Québec?
et qu'il y avait tous les mouvements d'action catholiques. La JOC, qui était la jeunesse ouvrière catholique, la GSC, qui était la jeunesse étudiante catholique, qui est devenue chrétienne. Tous ces mouvements-là qui, donc, étaient sous la responsabilité du prêtre, et c'est lui qui avait le dernier mot, les chevaliers de colon ont toujours été autonomes et indépendants. Des laïcs qui se prennent en main et qui voient leur propre survie. Et il y a trois branches qui vont situer les chevaliers de colon aujourd'hui. C'est que la première branche, ce sont des hommes d'Église, donc ils sont des catholiques. Et on va les voir venir en aide à des églises. J'ai 2 paroisses au Nouveau-Brunswick où les chevaliers de colon se sont mis ensemble pour coordonner une levée de fonds pour être capable de mettre un ascenseur dans 2 églises. Parce qu'il y avait des grands escaliers, puis une rampe pour handicapés n'était pas accessible. Alors, ils ont fait placer des ascenseurs pour partir du sous-sol pour monter à l'étage. Il y a d'autres endroits où, je pense par exemple à Caraquette, où la messe dominicale qui passe sur la chaîne de radio CGVA, bien, c'est les chevaliers de colon du Grand Caraquette qui font des activités pour permettre que la messe soit diffusée sur les ondes de CGVA. D'ailleurs, c'est là où j'ai été ordonné diacre en 1999. Et comme je prêchais régulièrement à la télévision, à la radio, on m'a demandé à ce moment-là de diffuser en direct mon ordination au diaconat, qui a duré quand même 1h45, presque 2 heures. On avait mobilisé 2 heures. C'est les chevaliers de colon qui permettaient ça. Alors, ce sont des œuvres parallèles à l'Église, et souvent, on va les voir qui vont servir la messe, passer la quête, ils vont rendre des services. Et si on se souvient de la 13e émission de la deuxième saison, on parlait des structures, hein? La hiérarchie avec les prêtres, les diacres, en lien avec l'évêque. On parlait des laïcs engagés, notamment les agents pastoraux, et après ça, les laïcs engagés, oui, les agents pastoraux, et en plus, la vie consacrée. Les chevaliers de colon, le pendant féminin, c'est les filles d'Isabelle. Eux autres, ce sont des laïcs qui ne doivent rien au curé. C'est dans leur mandat d'être ce qu'on appelle le bras droit de l'Église. Puis, le bras droit veut dire, on se souviendra, hein, dans la 13e émission de la 2e saison, on parle des symboles du corps. Les épaules, et en lien avec la colonne, c'est l'image des responsabilités et être capable de porter des charges. Quand on portait les siodeaux, on avait un brancard, on portait ça sur les épaules. On a vu que la main, c'était l'accueil. Le bras, c'est le lien entre porter une charge et être accueillant. Alors, le bras droit, à droit veut dire égal, c'est-à-dire qu'on ne se prend pas, ce n'est pas la tête de l'Église, où c'est Jésus-Christ, ce n'est pas le cœur de l'Église, où c'est l'évêque, c'est le bras droit en lien avec l'Église telle qu'on la connaît. L'autre aspect, et ce qui est typique des chevaliers de colon, comme les filles d'Isabelle, ils se reconnaissent catholiques pratiquants et c'est là leur fierté. Pas nécessairement tous les engagements qu'ils peuvent avoir dans différents milieux. Ce qui est intéressant de savoir, c'est aussi, on fait beaucoup de comptabilité, hein, mais c'est là où on voit quand ils se font des activités, juste pour vous dire, hein, qu'en 2005, ce groupe-là a totalisé 63,1 millions d'heures de services bénévoles, puis qui ont recruté 407 746 donneurs de sang, parce que dans bien des endroits, les chevaliers de colon sont responsables des collectes de sang avec la Croix-Rouge ou Emma Québec. Alors, c'est un mouvement qui est engagé. L'autre branche qui est importante, ça va être la famille.
Et ici, vous dire, oui, mais c'était la famille traditionnelle, c'est la famille. Et ils peuvent jouer un élément important parce que dans le système d'assurance, c'est toute la famille qui est couverte avec ça. L'autre aspect qui n'est pas banal non plus, qui est important, c'est un engagement par rapport à la patrie. C'est sûr, quand on parle de la patrie, on va parler de son pays, mais il y avait une émission de télévision, je ne sais pas, vous vous souvenez de ça, ça tournait à Montréal, dans le coin de Villeray, qui s'appelait La Petite Patrie. Monsieur Vincent Bilodeau, je pense qu'il jouait là-dedans. La patrie, c'est quoi? C'est l'engagement à la communauté, l'engagement à son milieu. Alors, à l'abbaye, par exemple, il y a une levée de fonds. Ça leur a permis de habiller 17 enfants discrètement entre le grand chevalier, même pas le grand chevalier, lui, il n'est pas au courant, mais quelqu'un tenu par le secret professionnel, en lien avec un directeur ou une directrice d'école, amène quelqu'un au magasin, ils ont des ententes, mais ils l'habillent de la tête aux pieds pour commencer l'école. Et en septembre 2013, il y a eu 17 jeunes qu'on a aidés. Au Bas-Saguenay, il y a aussi des œuvres. Chaque conseil va prendre des activités locales qui sont propres à leur milieu. Et depuis maintenant, pour les prochaines émissions, les Chevaliers de Colomb de l'Abbé, du Bas-Saguenay qui comprend Rivière-Éternité ou Cap-Trinité, et l'Anse-Saint-Jean et Petit-Saguenay, ils se regroupent pour se mettre ensemble pour vous assurer cette émission de capsule où on va reprendre la semaine prochaine, là où on a laissé le flambeau avant Noël, pour reprendre la dignité. On se souviendra que la première chose qu'on a à faire, c'est respecter son corps et le corps des autres et être capable d'être en relation d'une façon constructive. On va partir de là la semaine prochaine pour une autre belle aventure de au moins 10 émissions. Je vous invite, quand vous entendrez parler que les Chevaliers de Colomb font des activités lucratives, participez en grand nombre, puisque à l'abbé, une partie de vos dons viennent au financement, alors que j'ai un engagement qu'un conseil, c'est le 100 qui va être donné pour les capsules d'espérance. Au plaisir de vous revoir. Bonne semaine.